Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac et vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création et à la reprise d'entreprise. Alors aujourd'hui, nous ne serons pas de bons élèves en termes de parité, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, je sais plus compter, 5 hommes autour de moi. Donc nous allons faire un parcours entrepreneur particulier aujourd'hui. On va commencer avec de l'accompagnement à la création, de l'accompagnement direct aux porteurs de projets et à tout ce que ça peut mettre en action. Donc que ce soit dans la mise en relation, dans le conseil, etc. On aura aussi un aspect plus sérieux qui fait un peu peur parfois à certains, mais qui est incontournable, c'est le comptable. Et on aura l'expert comptable, excusez-moi. Et on aura aussi de la communication avec ce qui fait souvent défaut à beaucoup, c'est la propreté de l'image. Donc on va parler photographie en fin d'émission. On va commencer, je reprends le fil pour l'heure, avec celui dont le nom est prononcé en moyenne, selon une étude IFOP, 42 000 fois par heure sur le bassin aixois. J'avais d'ailleurs prévu une fanfare qui se mettrait à jouer dès que j'aurais moi-même prononcé son nom. Mais ils sont coincés dans les habituels bouchons de la VRU. Alors on va faire avec les moyens du bord. Roulement de tambour s'il vous plaît. Nous accueillons Sébastien Baboulaz. Bonjour, merci Karim. Quel accueil ? Oui, quel accueil. Alors votre nom est immédiatement associé à la création d'entreprise. Dès que quelqu'un a un projet ou même juste une idée, tout le monde va s'empresser de lui dire de contacter Sébastien Baboulaz. Vous êtes une sorte de passage obligé dans le parcours de la création d'entreprise. Alors je vous le dis, Sébastien, vous êtes une porte. Mais vous êtes une porte. L'ouvrir. Exactement, vous l'avez jamais faite celle-là. Donc Sébastien, vous êtes une porte qui ouvre sur une multitude de possibilités. Mais trêve d'introduction, dites-nous donc ce que c'est que Sébastien Baboulaz. Je ne pourrais pas me définir, étant donné que je n'ai pas fait d'analyse psychologique sur ma personne. Par contre, ce que je peux vous présenter, c'est le dispositif CitéLab que j'anime. Donc, ce dispositif est un dispositif national mis en place par la Banque publique d'investissement il y a une petite vingtaine d'années. Et donc, nous l'animons sur le bassin Grand Lac et ses 28 communes depuis une dizaine d'années. Donc, pour ma part, en animant ce dispositif, c'est un dispositif de sensibilisation, de détection, d'accompagnement et d'orientation à la création reprise d'entreprise. Est-ce c'est un dispositif qu'on trouve sur tous les territoires ? Sur la Savoie, nous le trouvons sur le bassin de Grand Chambéry, donc porté par Grand Chambéry et Lauriane Gramont, et également sur sur la Haute-Savoie, au niveau d'Annemasse et Bonneville-Cluse. D'accord, donc c'est quelque chose qui est vraiment propre à un territoire, à une communauté de communes. Ça veut dire que, par exemple, on trouve pas ce dispositif sur Cœur de Savoie, par exemple, ou Non, pour l'instant, non. C'est un dispositif qui a été créé il y a 20 ans. Nous sommes une centaine sur le territoire national à porter ce dispositif-là. Les plus proches sont sur Lyon, au-delà des 3 complémentaires aux Deux-Savoie. D'accord. Donc, j'imagine, pour rassurer les personnes qui nous écoutent, que sur les territoires où il n'y a pas CitéLab, il y a certainement autre chose pour accompagner les porteurs de projets. On fait comment ? Moi, j'ai envie de monter une entreprise. En tout cas, j'ai un projet pour créer ma propre activité. Je sais pas encore trop ce que je veux faire, ou alors j'en ai peut-être déjà une idée. Je sais pas. J'entends parler de plein de choses et je comprends rien à ce qu'on me dit sur. Tu devrais ouvrir une SARL ou tu devrais passer par ceci, par cela. Du coup, comment on fait ? À quel moment on peut se dire, ok, il faut que j'aille voir le dispositif CitéLab ? Donc le dispositif CitéLab est un dispositif partenarial, donc nous travaillons avec l'ensemble des partenaires économiques d'aide à la création d'entreprises, publiques, parapubliques, privées, donc ce qui représente une petite centaine de structures publiques ou parapubliques. La spécificité de ce dispositif, c'est qu'il vient en amont de l'immatriculation et de la phase de lancement, c'est-à-dire qu'il est situé plutôt au stade des porteurs d'envie ou d'idées, et non pas forcément des porteurs de projets en phase de création rapide d'entreprise ou de société. Donc ce dispositif a comme objectif de sensibiliser les habitants du territoire, mais également les étudiants à l'entrepreneuriat avec des séances surtout collectives.
donc des ateliers d'émergence, des ateliers de sensibilisation, des cafés créa au sein de lieux de passage, des commerces, des cafés, des restaurants, etc. Où là, nous parlons d'entrepreneuriat pour créer des effets de groupe, lever les idées reçues, sécuriser les points de blocage et donner confiance dans ce cadre-là. Donc là, ce sont vraiment des notions de sensibilisation. L'autre aspect intéressant de ce dispositif, c'est toute la partie détection, donc de porteurs d'envie. Donc à ce jour, je rencontre environ 20% de personnes qui sont à l'envie, c'est-à-dire qui veulent créer une entreprise, mais n'ont pas d'idée. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de les accompagner à trouver une idée, c'est-à-dire la phase d'émergence, en fonction de différents paramètres. Alors moi, je vais, comme toujours dans cette émission, je raconte un petit peu ma vie en parallèle. On s'était rencontrés il y a longtemps, je ne sais plus combien d'années ça fait, quand j'avais un premier projet d'entreprise. Et c'est dans la discussion, ce point-là était arrivé et ça m'avait surpris de découvrir qu'il y avait des gens, et apparemment pas qu'un peu, qui venaient vous voir en vous disant juste, je veux devenir mon patron, mais je sais pas quoi faire. J'ai pas d'idée d'entreprise, quoi. Et je trouvais ça dingue parce que pour moi, la création d'entreprise, le moment où on part pour créer sa propre activité, c'est-à-dire aussi prendre un risque quelque part, on le fait pour quelque chose qu'on maîtrise, qui nous passionne, etc. Et là, je découvrais que non, en fait. On peut juste partir en disant, moi, ce qui me passionne, c'est juste de devenir mon patron. Et maintenant, il faut que je trouve l'activité qui va me permettre de faire ça. Tout à fait. C'est la deuxième étape, toute la partie adéquation, les compétences, les qualités, les motivations. Mais la première étape peut être simplement, j'ai une envie d'être mon propre patron, de gagner ma vie, d'être indépendant, d'être autonome, de vivre de ma passion. Ce sont des éléments moteurs de motivation principale. Aujourd'hui, nous en trouvons d'autres. La quête de sens, la recherche de valeur, l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire. Donc, il y a des nouvelles valeurs entrepreneuriales qui apparaissent. Et donc, ce public-là est au stade de l'envie. Donc, pour information, 18 millions de Français ont envie d'entreprendre. Il y en a 4 millions qui passent au stade « je vais en parler ». Donc la cible, elle est déjà celle-ci, avec tout un travail d'émergence. Ça s'est accéléré là ces 2-3 dernières années du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans des reconversions ou réorientations professionnelles. Et donc l'entrepreneuriat peut être une solution, directe ou indirecte. Donc il y a cette notion vraiment de détection de personnes qui ont une envie, mais pas forcément d'idée. Donc là, l'objectif, c'est de les accompagner à l'émergence. Et la deuxième étape, c'est de sécuriser l'adéquation. Est-ce qu'ils ont les compétences et comment les acquérir avec des formations qualifiantes, diplômantes, des stages, des enquêtes métiers et autres pour déterminer si vraiment ça leur correspond, s'ils n'idéalisent pas forcément cette idée. Et puis après, de suivre des parcours de formation de quelques semaines, quelques mois, quelques années en fonction du projet qu'ils souhaitent entreprendre, si ce projet est réglementé notamment. J'imagine que depuis le Covid, on connaît un petit peu les chiffres. Il y a eu une explosion sur la création d'entreprises, principalement de la micro, faut dire ce qui est. 60%. 60% en micro. Ah, c'est moins que ce que je pensais, donc ça va. Il y a quand même 40% de sociétés qui se sont montées. Ou entreprises individuelles. Ah aussi, je les oublie celles-ci. On fera un point d'ailleurs sur la micro-entreprise en dernière partie d'émission. Et la question que je me pose, c'est que du coup, avec les circonstances actuelles, avec les chiffres qu'on connaît et avec votre point de vue de spécialiste de l'accompagnement, est-ce qu'en ce moment, on se lance ou pas ? Oui. Ça vaut le coup ? Alors, dès lors que la conjoncture est souvent plus complexe, c'est vrai que l'entrepreneuriat peut être une solution pour certains. Et c'est vrai que, historiquement, dès lors qu'il y a une crise X, Y, Z, il y a plus d'entrepreneuriat paradoxalement que quand la croissance est relativement présente. Donc, l'année dernière, il y a eu 1 million de créations d'entreprises en France, donc c'est un record mondial par rapport au nombre d'habitants, bien entendu. Cette année, nous sommes sur une tendance à moins 5%, donc on est quand même sur une tendance à près de 950 000 créations d'entreprises, dont environ 60% sous le régime micro-entrepreneur. Mais aujourd'hui, beaucoup ont envie. Mais également, ma mission, c'est de détecter des personnes qui sont au stade de l'idée. Donc, bien entendu, je rencontre des personnes qui ont déjà un savoir-faire, qui ont une idée, qui ont avancé un peu sur l'idée, c'est-à-dire leur cible clientèle, l'implantation qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des porteurs d'idées au stade du secteur d'activité. Donc là, c'est à peu près 70%. Ça peut varier, en termes d'idées, ça peut varier d'1
à 17. Pour l'instant, j'ai comme record une personne qui m'a présenté 17 idées de création d'entreprise. Donc là, l'objectif de mes missions, c'est de les accompagner dans l'adéquation. Est-ce qu'ils sont vraiment en totale adéquation avec cette idée, ce projet, entre guillemets, en termes de compétences, de qualité, d'environnement, de motivation, d'objectifs, pour déjà sécuriser ce point-là, c'est-à-dire la personne, qui est l'élément essentiel d'un projet de création d'entreprise. Donc nous travaillons en lien avec différents partenaires qui sécurisent ce point-là, les chambres consulaires, Pôle emploi, les organismes de formation. Et dès lors que l'adéquation semble être validée, de par ces aspects-là, avec les casquettes transversales du métier de chef d'entreprise, la gestion, la comptabilité et surtout le commercial et le marketing. Dès lors que ceci semble être cohérent, là on passe au modèle économique pour renforcer cette idée en projet, donc avec une phase de formalisation de l'étude de marché, du modèle économique, une phase de renforcement de ce modèle, dans le sens où ils arrivent souvent avec une idée, entre guillemets, pas forcément hyper élaboré. Donc là, l'objectif, c'est de l'enrichir pour vraiment qu'ils atteignent leur objectif, notamment de rémunération. 1 000 € par mois, c'est pas un tout petit projet. Il faut quand même générer du chiffre et de la marge pour atteindre cet objectif-là. Donc l'objectif, c'est vraiment de renforcer l'étude de marché, le modèle économique et ses stratégies pour que le projet soit le plus faisable possible économiquement et potentiellement viable. Donc ça, c'est tout le travail d'amorçage d'idées en projet que nous proposons au sein des dispositifs CitéLab en parallèle du désamorçage, c'est-à-dire que tout n'est pas faisable, tout n'est pas viable, donc il y a une phase, dans certains cas, de désamorçage, c'est-à-dire qu'on fait prendre conscience à la personne que son projet n'est pas forcément viable, ne correspond pas à ses objectifs ou n'est pas faisable pour différents aspects. C'est autour de 20% actuellement à mon niveau. Alors sur la dernière partie de l'émission, comme je disais, on va parler de micro-entreprises et de micro-entrepreneurs. On pourra revenir là-dessus, du coup, et aussi par rapport aux accompagnements de financement. Parce que vous faites aussi de la mise en relation à ce niveau-là. C'est la troisième étape, la phase d'orientation vers les partenaires les plus adaptés par rapport à leurs besoins dès lors que le projet est structuré et cohérent, faisable. Là, il y a une phase d'orientation qualifiée avec une fiche de liaison pour sécuriser le parcours de la personne pour qu'il atteigne son objectif, le démarrage et après la viabilité. Eh bien, on voit ça dans la dernière partie. Pour le moment, on va marquer une pause. Comment on fait pour prendre rendez-vous avec vous, d'ailleurs, au cas où ? Par différentes manières, le téléphone portable, le téléphone de l'agglomération, par SMS, par les réseaux sociaux, du fait que c'est un dispositif de détection, donc je suis donc présent sur les réseaux sociaux. Donc il y a différentes manières pour prendre contact avec le dispositif CitéLab. On se retrouve dans quelques minutes. Merci Sébastien. Désolé pour la fanfare qui n'est toujours pas arrivée. Et on se retrouve dans quelques minutes. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM. On continue avec notre deuxième invité qui se nomme Christophe Haï et qui est expert comptable. Alors ça, c'est le métier qui fait un peu peur. Quand on veut lancer sa boîte, on ne sait pas trop ce que ça va être le rendez-vous avec l'expert comptable. On se demande s'il va pas nous pourrir le projet, à dire mais non, vous pouvez pas faire ça. Alors du coup, bonjour Christophe. C'est un mythe, c'est le mythe de l'hyper-prudence de l'expert comptable. Mais non, on est justement là pour accompagner. S'il y a un projet à lancer, on est bien sûr là pour l'accompagner dans la complexité du monde. En fait, on n'est pas au niveau de la montée du projet comme CitéLab. Nous, on est vraiment dans le vif du sujet. C'est effectivement une fois que les études de marché sont faites, une fois que le projet est construit, là, on arrive avec notre expertise du chiffre qui nous permet de mettre des éléments chiffrés en face, des éléments financiers, et qu'on puisse voir la viabilité et puis convaincre également les partenaires financiers pour financer l'opération. Alors du coup, au niveau du porteur de projet vraiment, est-ce que là il y a une intervention possible de l'expert comptable pour l'aider à monter son prévisionnel, par exemple ? Alors, le fait est qu'on est dans un monde complexe. Que l'on veuille créer un petit projet, que l'on veuille le faire même en auto-entrepreneur, il n'empêche qu'on est quand même dans une société complexe. Et c'est vrai que l'expert comptable a l'avantage d'être un généraliste
qui va permettre de lui apporter une approche, alors potentiellement, ce que je disais, de chiffrer effectivement des prévisionnels, sachant que je rappelle que le prévisionnel, c'est l'aboutissement d'une démarche de construction d'un projet. C'est-à-dire que normalement dans un business plan, la partie chiffrée, je dirais que c'est les 4 ou 6 dernières pages pour un porteur de projet, après les 20-30 pages d'études de marché et de construction du projet. Mais on est là effectivement pour apporter cette expertise, pour même attester de la cohérence de ce prévisionnel, et puis surtout pour accompagner dans toutes les démarches qu'il peut y avoir autour, le choix du statut social de l'entrepreneur, le choix éventuellement du véhicule juridique qui sera utilisé pour porter le projet, et puis après avec les autres partenaires, nos partenaires avocats, nos partenaires notaires s'il y a de l'immobilier, etc. Alors on va essayer d'utiliser des mots pour tout le monde. Le véhicule juridique, qu'est-ce qu'on entend par là? Pardon. On a parlé des entreprises individuelles. Dans l'entreprise individuelle, on va aller de l'auto-entrepreneur jusqu'à l'EIRL, c'est-à-dire l'entreprise individuelle à responsabilité limitée avec soumise éventuellement à l'impôt sur les sociétés. Voilà, on a pas mal de choix. Et puis après, il y a les sociétés, les sociétés qui sont des groupements de personnes qui avec une personnalité morale. Voilà, comme moi. Alors du coup, moi personnellement, ce que j'expliquais tout à l'heure à la pause, dans une présentation dans un réseau, le club Carbao, dont on vous parlera très prochainement, qui est un nouveau club d'affaires chambérien, mais qui est national, que vous retrouvez partout en France. On avait sur les présentations cette question de si tu dois partir tout seul et tenir ton cap, tu peux emmener que 3 choses, ça serait quoi? Et ça peut être une personne, un objet, et donc j'avais répondu mon comptable. Parce que le comptable, on s'en rend pas forcément compte comme ça, surtout si on est à l'aube de son projet. Mais c'est beaucoup plus pour moi, c'est beaucoup plus qu'un partenaire. C'est, je veux dire, celui qui tient les comptes, celui qui va pouvoir nous dire à l'avance, attention, il y a ça qui va arriver. Si ça, tu le gères plus comme ça va mieux se passer, etc. C'est un conseil qui est, mais c'est très difficile de faire ça en fait, j'ai envie de dire. Alors, le métier de chef d'entreprise, de dirigeant d'entreprise, est très complexe. Et c'est vrai que l'apport de l'expert comptable pour le chef d'entreprise, c'est que c'est un généraliste et qui permet d'alléger l'esprit du dirigeant pour qu'il se concentre sur son cœur de métier. Nous, on va lui apporter une vision 360 degrés, tant sur les aspects juridiques que les aspects chiffres, que les aspects financiers, qui est même stratégique dans la mesure du possible, mais avec des partenaires autour, de façon à ce que le dirigeant puisse se concentrer vraiment sur ce qu'il sait faire et son projet. Et c'est justement une des choses qu'on pourra revoir aussi en dernière partie, c'est que au moment où on décide si le projet est fiable ou pas, j'imagine qu'on regarde aussi si la personne est capable d'être autre chose que un très bon artisan ou un très bon, ce qu'il est capable de faire, son métier, mais qu'il soit aussi capable de prendre les autres casquettes. Il y a un caractère pédagogique également. On est là pour accompagner nos clients, c'est-à-dire pour leur apporter ce qu'on appelle un tableau de bord, c'est-à-dire les indicateurs qui lui sont nécessaires à cette personne-là à ce moment-là. C'est quelque chose de vivant, un tableau de bord, et c'est cet accompagnement-là qui permet d'aider le dirigeant à être rassuré, parce que c'est aussi beaucoup de pression, le fait de diriger une entreprise, et pour alléger cette pression, on est là pour donner les indicateurs qui vont lui permettre de piloter plus facilement son entreprise. Alors, pardon, je tombe malade en direct. Le porteur de projet, je vais un peu rester là-dessus. Le porteur de projet, est-ce que du coup, on peut le rassurer avec des chiffres, ou au contraire, on va plutôt lui faire peur face aux responsabilités qui approchent? Alors, la chose qui fait le plus peur, c'est l'incertitude. Je pense que les chiffres sont là pour remettre du concret, y compris pour l'avenir. Donc c'est très rassurant en fait de savoir où on va. Il y a que comme ça qu'on peut anticiper. La réussite d'une entreprise, de toute façon, c'est de l'anticipation et de la rapidité d'exécution. Enfin, c'est toujours les grandes règles qu'on nous rappelle régulièrement en management. Avec ces 2 règles-là, mais par contre, pour pouvoir respecter ces règles-là, il faut avoir des chiffres rapidement. Moi, je sais que je suis très attentif à ce que il puisse y avoir des chiffres mis à disposition très rapidement à mes clients pour
pouvoir justement anticiper l'avenir. Parce que quand on n'a pas de visibilité sur le présent, c'est sûr qu'on ne peut pas se projeter sur l'avenir. Ouais, c'est sûr. Ou sinon on est dans le rêve, et là c'est dangereux. Ça me donne envie de vous réciter une citation de Arnold Schwarzenegger, grand businessman, on est d'accord, qui dans une radio on lui demandait Arnold, comment est-ce que c'est vraiment difficile de devenir millionnaire, son premier million, etc. Et Schwarzenegger répond, le premier million c'est le plus difficile à obtenir, alors faut aller directement au deuxième. Et ben voilà, c'était la même chose, c'est qu'il y a eu un grand silence sur cette émission de radio, et d'un coup Schwarzenegger se met à rire en disant mais c'était une blague, et tout le monde du coup rigole un peu tardivement comme ici, merci. Et donc voilà, c'était la citation du jour, merci à vous. Savoie Entreprise Solutions, donc c'est le nom de votre entreprise, Christophe. De mon cabinet, oui, à Challes-les-Eaux. Et qu'est-ce que vous proposez du coup ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore dit, ou est-ce qu'on peut approfondir ? Alors, ce que propose la plupart des cabinets d'expertise comptable, c'est-à-dire bien sûr, avant tout, notre mission de présentation des comptes annuels, avec notre attestation de conformité, de cohérence des comptes. C'est également l'accompagnement au niveau de toute la mission sociale, les bulletins de paie, les déclarations sociales, les contrats de travail, enfin tout ce qu'il peut y avoir. Sauf certaines particularités et complexités où là on ira chercher des spécialistes du droit voulu, mais également l'accompagnement au niveau recherche de financement, ou pour être plus précis, plutôt que recherche de financement, je dirais dans la démarche de définir les besoins de financement. C'est plus précis, pour que le dirigeant puisse prendre les bonnes décisions en anticipation, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, il va y avoir éventuellement la coordination avec tous les professionnels les conseils qui peuvent travailler avec le dirigeant, notamment pour son juridique, ses matières juridiques, et puis les autres besoins tels que les ressources humaines, le recrutement, etc. Et je vais profiter du coup de la présence d'un expert comptable pour donner quelques définitions aux gens qui nous écoutent. Est-ce que par exemple, moi je me souviens au tout début, il y a un bail quand je regardais certains sites internet qui expliquent comment on prépare sa future entreprise, etc. En fait, j'avais 1000 onglets ouverts parce qu'à chaque fois je tombais sur un acronyme ou un mot, je me disais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors j'ouvrais un autre onglet pour essayer de comprendre, je faisais une autre recherche et j'en avais des tonnes. Donc si on part par exemple sur le BFR, qu'est-ce que c'est ? Le besoin en fonds de roulement, quelque chose de fondamental. Le besoin en fonds de roulement, c'est la trésorerie qui va nous être nécessaire pour faire fonctionner l'activité. C'est-à-dire, ça va être la différence entre les dettes et les créances que l'on a. On n'est pas payé tout de suite. Et par contre, à un moment donné, il faut qu'on paye nos fournisseurs et nous faut du stock. Tout ça, il faut le financer. Il faut pas l'oublier de le financer. C'est pas des investissements directs, mais il faut cette trésorerie d'avance pour pouvoir permettre d'avoir le stock nécessaire dans l'entreprise. Ok. Est-ce que tout le monde valide ? On teste Christophe. Qu'est-ce que j'aurais ? Tiens, alors, ça, je pense que si c'est pas déjà fait, l'expert comptable qui va pondre un bouquin sur la TVA, il va faire un best-seller. Comment on explique la TVA sans être trop compliqué ? Ça, c'est compliqué. Non, je dis sans être trop compliqué. Je dirais que la TVA, c'est peut-être l'un des plus compliqués que je connaisse. Donc, la TVA, c'est les 2/3 du Code général des impôts. Donc, c'est compliqué de le simplifier. Mais la TVA, il faut pas oublier que c'est avant tout, quelle est la richesse que crée l'entreprise ? Sur cette richesse, il va y avoir de la TVA. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le synthétiser. C'est pour ça qu'on va avoir une taxation sur la totalité de notre prix de vente, mais on va pouvoir récupérer la TVA déductible sur tout ce que l'on a acheté. Et en fait, on ne va être réellement taxé que sur la marge que l'on va avoir dégagée, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Je valide. Bon, tout le monde est d'accord. C'est propre. Là, on me dit que la fanfare est en route. Sébastien, bientôt. Est-ce que quelqu'un a un acronyme un peu difficile ou quelque chose qu'on comprend pas quand on veut monter son projet ? La CAF ? La CAF, elle est très importante, la capacité d'autofinancement. C'est ce qui va, c'est la trésorerie que doit dégager l'activité pour financer son futur.
mais également pour rembourser ses crédits, par exemple, qui est quand même financer son futur également. La CAF, c'est très important, et je vais rebondir sur un autre acronyme que l'on entend régulièrement, excédent brut d'exploitation, donc l'EBE, ou EBITDA en anglais, des fois on fait un peu l'approche, c'est à peu près la même chose, qui est vraiment la trésorerie générée par l'activité, la trésorerie théorique. C'est pas la trésorerie réelle, c'est la trésorerie théorique générée par l'activité, et c'est le point fondamental, tant pour la valorisation de l'entreprise que pour les décisions de financement. Comment on fait pour vous contacter, pour contacter Savoie Entreprise Solutions? Beaucoup de supports. Il y a bien sûr mon mobile, il y a mon email, il y a mon site internet pour me trouver. Donc je vous redonne le nom, tout le monde note, parce qu'il faut avoir un expert comptable. Je vérifierai tous les porteurs de projets à la fin de l'année. S'il y en a qui n'ont pas encore d'expert comptable, attention, je rappelle la fanfare. Donc, Savoie Entreprise Solutions, vous êtes à Challes-les-Eaux, mais vous travaillez sur un secteur plus large que Challes-les-Eaux, j'imagine. La Savoie, puis un petit bout de l'Isère, et puis un petit bout de la Haute-Savoie. Super. Eh bien, on laisse tout le monde vous contacter, surveillez le téléphone, parce que là, ça va dépoter. Et on se retrouve après une nouvelle pause qui est dédicacée à une personne qui nous écoute en travaillant dans sa cuisine. Elle est pour toi, celle-ci. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac et notre troisième invité manie l'objectif comme un maître. La lentille n'a aucun secret pour lui. Que ce soit en événement pro, en concert ou pour d'autres types de prestations. Bonjour Joris Pérez. Bonjour Karim. Vous êtes donc disponible pour les mariages, anniversaires et bar mitzvah, c'est bien ça ? Exactement, avec la borne à selfie. Direct, on attaque la borne. Pour les mariages, oui. D'accord, très bien. Alors on va y venir. On va commencer par le commencement. Depuis quand existe GI Photographe ? Alors GI Photographe a été créé en 2019, janvier 2019. Donc c'est une société qui est spécialisée dans la photo d'événementiel, principalement pour les pros, collectivités et les associations en ce qui concerne le reportage photo. Et puis j'ai développé aussi donc la borne à selfie appelée aussi Photobooth. Il y a beaucoup de noms pour les bornes à selfie, mais j'aime bien le mot à peu près français, presque. Voilà, et donc ça qui est un outil marketing et commercial fantastique pour les entreprises. Mais justement, plus d'être une animation géniale. Comment ça marche ? C'est quoi exactement cette borne à selfie ? Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne question. C'est comme un photomaton. On connaît à peu près tous ce mot-là, mais adapté pour l'événementiel. Alors, je précise juste, un photomaton, c'est vraiment la machine qui fait des photos de portraits. C'est pas les œuvres du photographe JR. Ça n'a rien à voir. Ça se ressemble, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est une boîte qui va être plus ou moins grosse selon les fabricants, où on a un écran tactile, un appareil photo et une imprimante. Et donc voilà, on se met devant, on appuie sur l'écran, ça déclenche un compteur 3, 2, 1, clac, ça prend la photo, on la valide et on l'imprime. On peut aussi se l'envoyer par email, et on a des possibilités qui sont assez énormes. On peut faire des jeux concours directement, on peut faire de la collecte aussi de données, des formulaires, des gifs. Enfin, c'est vraiment un outil qui est très complet. C'est un photographe robot autonome. En fait, on n'a plus besoin du photographe. On a juste la boîte avec son écran tactile, on appuie dessus et on fait nos propres photos. Exactement. Alors, on n'aura pas la même utilité entre un reportage photo et une borne à selfie, qui est vraiment plus le côté animation. La borne à selfie va pas se déplacer dans un événement. Ça serait drôle. Prendre les photos, elle va pas cadrer non plus. Donc, il y a quand même ce point-là qui est très, très différent. Par contre, en termes d'outils marketing et communication, c'est pour les entreprises un outil fantastique, puisque on peut collecter des données, des datas. Et on a aussi, je pense, à peu près tous au moins une photo qu'on a pu coller sur le frigo, sur le bureau, et qui nous rappelle en fait un événement clé, un moment qu'on a passé à un endroit.
dans une soirée. Et sur cette photo, on va retrouver la date, le lieu de l'événement et éventuellement aussi un logo. J'allais y venir. Et donc voilà, c'est ça qui est très très important. C'est aussi un outil publicitaire au final. Exactement. Puisqu'on peut avoir des logos sponsors en quelque sorte sur les photos de chaque côté où on s'organise quoi. Mais du coup, des entreprises peuvent faire apparaître leur logo sur les photos qui vont être imprimées à tous les participants d'un événement. Exactement. Et donc ça, c'est très utilisé sur de l'associatif aussi. Du coup, pour gagner des sponsors, pour gagner des partenaires, c'est un outil qui sert aussi à ça. Donc c'est très complet. Et c'est très demandé aussi. Et c'est très demandé. Parce que là, je sais que la borne à selfie a un succès complètement dingue. Ouais, de plus en plus. Et pour le coup, de plus en plus de gens arrêtent de faire le service qui va avec. Ce que je trouve dommage. J'ai des retours du coup là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de bornes à selfie qu'on passe prendre et où on s'en occupe soi-même. Une petite anecdote qui m'est arrivée il y a une semaine, je me suis retrouvé sur un événement en dépannage et à monter la borne de quelqu'un d'autre puisque le client n'arrivait pas à le faire. Ah d'accord, c'était une borne à selfie en pick and collect. C'est exactement ça, sauf que au final c'est quand même un métier. Il y a quand même des choses techniques qui sont importantes à connaître, un savoir-faire et un temps aussi de mise en place. Il y a aussi une question de matériel. Alors moi, un nouveau chapitre de ma vie pour vous tous. Une soirée événement qui était au manège, organisée par Sophie Peraldo, un super événement qui était réservé ça regroupait les acteurs de l'événementiel local. Et il y avait une borne à selfie et donc on a fait la petite photo. Et déjà moi, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il y avait une webcam. En fait, c'était une webcam au-dessus de la borne qui prenait la photo. Il n'y avait pas d'appareil photo réellement dedans. Et du coup, alors je sais pas qui avait installé ce truc-là, et tant mieux. Mais oui, c'était pas ça, quoi. On était un peu flou. Je veux dire, c'était moyen. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir une borne à selfie qui fait des photos de qualité avec un vrai appareil à l'intérieur qui est fait pour ça, qui est un appareil professionnel. Exactement. On a à ce niveau-là deux choses. Il y a l'appareil photo qui prend les photos et puis l'imprimante aussi qui imprime sur le papier. Donc pour mon cas, le matériel que j'ai, c'est un appareil photo réflexe en ce qui concerne la prise de vue, ce qui garantit une qualité en fait de photo, de mise au point, de réglage aussi. C'est-à-dire que si on est à 1 mètre ou si les gens doivent être à 3 mètres, c'est pas pareil. On a le zoom qui permet de s'adapter au moment de la mise en place de la borne. Ça peut aussi permettre d'adapter en fonction du nombre de personnes qu'on veut avoir. Si on veut avoir peu de monde, ce qui est arrivé pendant le Covid, on peut le faire en zoomant à fond ou pas. Et puis deuxième chose, donc c'est l'imprimante. L'imprimante qui va jouer énormément en termes de débit, puisqu'il y a des imprimantes qui mettent 40 secondes pour imprimer une photo. Et forcément, on va en faire beaucoup moins. Même si le tirage est illimité, on met 1 minute à faire une photo, quoi. D'accord. Donc on en passera pas beaucoup. Et on peut être frustré, surtout quand il y a des gros flux sur des gros événements. Et puis la qualité de la photo, tout simplement. Voilà. Alors il y a des photos qui s'impriment et qu'on pourra accrocher sur le frigo, mais on peut aussi se faire envoyer les photos par email puisque tout est enregistré numériquement. Et effectivement. Ça c'est génial. Ça permet aussi les récupérer aussi à la fin. Oui, et ça permet aux photographes d'avoir des dossiers sur pas mal de gens. C'est pas négligeable. En connaissance de cause, non? Exactement. Donc, dans l'histoire des métaphores de cette émission, il y en a une pas mal qui arrive. Joris, vous êtes un homme à chapeau, car vous avez plusieurs casquettes. Et avant de passer à l'une de vos autres casquettes, je voulais quand même féliciter le poète qui sommeille en vous. Car en faisant mes devoirs sur votre site, j'ai noté cette phrase merveilleuse. Il y en avait plusieurs, mais je me suis arrêté sur celle-ci. Je voulais pas qu'on fasse tout le recueil pendant l'émission. Et là, j'ai noté, attention, ma vision des émotions au service de vos souvenirs. Ouais. C'est beau. Merci. J'ai envie d'aller manger un taco au bord du lac. Quand j'entends ça, c'est incroyable. Non, donc, en fait, c'est ma manière de penser la chose, de penser
vivre en fait tout simplement et de faire de la photo. Ce qui marche aussi avec la borne, puisque pour le coup, tout ce que je fais autour, tout l'accompagnement qu'il y a, toute la mise en place, la disponibilité pendant les événements s'il y a le moindre souci, est pensé autour de ça aussi. La photo, c'est ça, c'est un moment en fait qu'on immortalise. Et du coup, voilà, j'ai trouvé cette phrase sous la douche, je crois. Ah ouais, c'est souvent là. C'est souvent là qu'on a les meilleurs. Ouais. Et voilà. Donc, on va parler d'une des autres casquettes, parce que pour rappel, vous êtes aussi à la Jeune Chambre économique. Oui. De Chambéry et sa région, pour dire le nom complet. Et aujourd'hui, vous êtes aussi là pour parler de autre chose. Savoie Commerce, qui est une initiative énorme, mais que malheureusement, trop peu de gens connaissent. Donc, qu'est-ce que c'est, Savoie Commerce? D'où ça vient? Savoie Commerce, c'est une marketplace pour les deux Savoies, qui est principalement à destination des TPE et PME qui vendent pour l'instant un produit physique, palpable. L'initiative de Savoie Commerce, c'est parti il y a bientôt 2 ans, à quelques jours près. Au début du 2e confinement, quand on a eu l'annonce de la fermeture des commerces avant les fêtes de Noël. Et donc là, avec 2 amis, on s'est dit, c'est quand même dingue que les commerçants puissent pas vendre pendant la période de Noël. Commerçants et artisans, producteurs, etc. Puis il n'y avait pas non plus de marché de Noël, enfin, il n'y avait plus rien. Et on a vu le truc venir où les gens vont aller, grosso modo, sur des plateformes internationales avec des valeurs plus que douteuses et qui nous servent pas, quoi. Donc voilà. Parallèlement à ça, donc un de mes 2 associés de l'époque ont eu de plus en plus de demandes de création de sites internet, sauf qu'on peut pas créer un site internet en 2 semaines. Enfin, si, on l'a fait, mais on peut pas le faire à grande échelle. Donc voilà, donc on a créé la plateforme. On a eu l'idée, je crois, le 31 octobre, le 7 novembre, elle était en ligne avec une 30aine de commerçants. Et on l'a lancé au début vraiment pour les autres, quoi. Mmh. Et vu que ça marchait super bien, on s'est dit qu'il fallait impérativement le développer. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors du coup, la proposition pour monsieur et madame tout le monde, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve sur Savoie Commerce? On trouve de tout. On a des meubles, des savons, de la bière, du vin, des bijoux faits main, des ordinateurs. Faudrait faire une box Savoie Commerce photos. Avec à la fois un meuble, ça serait pas mal. Un meuble et ce qui va dessus et dedans. C'est des idées que j'ai eues, mais comme on a entendu tout à l'heure, toutes les idées mettre du temps à se mettre en place aussi. Ouais. Et voilà, c'est vrai qu'avec toutes les casquettes que j'ai, ça met un petit peu de temps. Mais le point le plus important pour Savoie Commerce que j'aimerais vous partager là, c'est vraiment d'avoir un acte d'achat intelligent. C'est-à-dire que en achetant à l'étranger, c'est de l'argent qui n'est pas réinvesti sur le territoire. Là où en achetant localement, même si c'est un revendeur qui a des produits qui viennent d'ailleurs, en fait, on crée de la valeur localement qui est réinvestie au plus possible localement et qui va faire vivre du coup la région, qui va créer des emplois, etc. C'est ce que tout le monde cherche de plus en plus, de pouvoir faire travailler l'économie locale. Mais c'est compliqué de le faire. Ça demande de l'investissement et personnel, de temps, d'argent, puisque pour l'instant c'est encore un petit peu plus cher. L'idée de Savoie Commerce, c'est de le démocratiser et de le rendre plus accessible. Il y a un appel à investisseurs ou comment ça se passe là? Ça peut venir incessamment sous peu. D'accord. C'est dans les bacs. On va pas marquer de pause musicale. On va continuer puisque le temps joue contre nous et que c'est trop intéressant. Alors on ne se lâche plus. On est tous ensemble. Déjà, Joris, on finit avec quand même les coordonnées. Comment on fait si on a besoin d'un photographe ou d'une borne à selfie. D'une borne à selfie. Alors, on est disponible sur les principaux réseaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Il y a également un site internet en cours de terminage de création, www.gi-photo-graph.com, par mail, par téléphone.
Voilà, par Pigeon Voyageur aussi, toujours. Ouais, je savais plus si on faisait mais voilà, principalement sur les réseaux où je suis. Et pour Savoie Commerce ? Et pour Savoie Commerce, à peu près la même chose, soit directement sur le site. Donc si on veut faire ses courses, on tape juste Savoie Commerce sur Google. Et on tombe dessus. Et il n'y a plus qu'à. Directement. Et il n'y a plus qu'à. Super. Voilà. Et puis après, c'est les différents vendeurs qui sont présents qui prendront la suite pour vos commandes, pour vos besoins et pour tout ça. On ne les remplace pas, on les aide simplement à être plus facilement présents en ligne et à vendre. Alors du coup, on va revenir sur le sujet dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le micro-entrepreneur et la micro-entreprise. La fanfare toujours pas là. Finalement, je crois que ce sera pas pour cette émission. Mais peut-être que vous aurez du coup un accompagnement musical sur l'émission suivante avec Jérôme. Donc pour le micro-entrepreneur et la micro-entreprise, donc c'est le boom, ça a explosé avec le Covid. Le moment où tout le monde s'est un peu retrouvé seul, s'est posé plein de questions, et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, est-ce que je suis vraiment bien dans mon boulot. Alors déjà, conseil à tout le monde, la première question qu'on doit toujours se poser, c'est qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. C'est par là que ça commence. Mais le micro-entrepreneur, c'est un statut particulier, c'est un statut sans risque, j'ai envie de dire. Il va falloir parler avec moi, vous deux là-bas. Pourquoi sans risque ? Non, on a créé une entreprise, c'est un risque. Oui, mais je veux dire, si j'ai une SAS qui ne travaille pas, j'ai quand même des choses à payer. Si j'ai une micro-entreprise qui ne travaille pas, c'est pas la même chose. Vous parlez des coûts de fermeture, peut-être, de fermeture de la société. Oui, là, si on a effectivement avec l'entreprise individuelle la possibilité de faire un coup d'essai sans grande difficulté de le fermer derrière. Par contre, le risque, il est là. Il faut pas. Il y a toujours un risque entrepreneurial. Il y a un risque, une responsabilité. Il faut être assuré. Il faut avoir tous ces éléments-là, même en entreprise individuelle et même en statut d'auto-entrepreneur, qui est un statut fiscal d'une entreprise individuelle. Mais par contre, on est d'accord que le patrimoine n'est pas séparé. Donc, je veux dire, moi, même si, par exemple, j'ai un compte pro, j'ai une micro-entreprise, j'ai un compte pro et mon compte personnel. De toute façon, ce que je fais sur l'un ou sur l'autre, il y a plein de micro-entrepreneurs qui n'ont pas de compte pro. Ça dérange personne non plus. Tant qu'on peut vérifier les transactions qui ont été faites, on est bon. Alors, non, effectivement, là, il y a une problématique qui va se poser. Si effectivement, on mélange notre patrimoine personnel avec le patrimoine professionnel, on a un risque plus important quand même. Cependant, il y a quand même une évolution pour protéger le patrimoine personnel. J'entends surtout la résidence principale du dirigeant d'entreprise individuelle, qui encore il y a peu, sous le format de l'EIRL, nécessitait tout un ensemble de procédures et qui aujourd'hui est devenu la norme, ce qui simplifie beaucoup les choses. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas dissocier tout ce que l'on va faire et tout ce que l'on va investir dans l'entreprise individuelle pour couvrir notre responsabilité. C'est super important de séparer les deux et d'avoir deux comptes. Effectivement. Ne serait-ce qu'en termes de en visibilité de ce qu'on disait tout à l'heure, pour prévoir, pour voir où on en est exactement, c'est quand même beaucoup plus simple. Surtout si on est en terminage de création. Exactement. J'ai beaucoup aimé l'expression. Fallait que je revienne. C'était français. C'est ça qu'on aime. Donc le micro-entrepreneur se lance. On parlait tout à l'heure de chiffres. Il y a eu combien de créas de micro-entreprises depuis le Covid ? Ou juste cette année, ça doit être déjà énorme ? Alors, c'est plutôt un taux qui est autour de 65%, mais qui est régulier depuis une dizaine d'années. Donc, après, c'est plutôt le volume de la création d'entreprises qui a atteint près d'1 million. Après, le taux de répartition est toujours autour de 60 à 70%. Depuis une dizaine d'années, depuis la création de ce régime social et fiscal, comme ça a été très bien dit, ce n'est pas un statut juridique puisque ça dépend de l'entreprise individuelle. Depuis 2008, on est toujours sur 60-65% de création sous ce régime-là, et le reste sont des entreprises individuelles classiques ou des sociétés. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Je prends un exemple très facile, parce que ça, il y en a beaucoup, on en connaît tous. Il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui est graphiste, qui fait aussi des sites web, des trucs comme ça, et qui dit, OK, je fais quoi ? Est-ce que je monte une micro ou est-ce que je monte une société ? Alors,
Très bonne question, Karim, puisque c'est 80% des personnes que je rencontre lors du premier rendez-vous qui me posent cette question-là. Alors que l'idée, le projet n'est pas forcément structuré, défini, les stratégies commerciales, les tarifs, la cible clientèle, les investissements, les frais de déplacement. Donc il y a toutes ces questions-là et plein d'autres, bien entendu. Donc on est là aussi pour poser ces questions pour que la personne ait un effet miroir, pour qu'elle puisse répondre et structurer. Et c'est seulement au bout de 2, 3, 4 rendez-vous, tout dépend du dimensionnement du projet, qu'on aborde la question du statut juridique et des régimes sociaux et fiscaux. En France, nous avons une quinzaine de statuts juridiques et des régimes fiscaux et sociaux très différents et adaptés à chaque statut juridique. Donc c'est vraiment à la fin. Et le régime micro-entrepreneur, alors le terme de risque, on peut l'entendre qu'il n'est pas forcément extrêmement risqué, mais par contre, malheureusement, il y en a certains qui ont déposé le bilan, qui sont en liquidation et en interdit bancaire, après un statut micro-entrepreneur. C'est souvent lié à 3 aspects, les investissements, qui sont beaucoup trop importants avec absence de récupération de TVA, ou alors la prise d'un local, où là, le loyer n'est pas déductible et ça peut avoir des conséquences par rapport aux micro-entrepreneurs. Les achats, si c'est un négociant, là, il peut y avoir des soucis. Et puis, ce qu'on voit également, c'est les frais de déplacement, dans le sens où certains se mettent en micro-entrepreneur et quadrillent les départements, vont jusqu'à Lyon. Et là, ce n'est malheureusement pas forcément adapté comme régime social et fiscal, parce que sous ce régime-là, il n'y a pas le remboursement de ces frais réels. Donc, c'est vraiment les 3 aspects qu'il faut bien prendre en compte sous ce régime-là. Et puis, je mettrai avec la virgule un 4e aspect, c'est la crédibilité, l'image, où malheureusement, ce que je conseille, c'est surtout de ne pas évoquer que la personne est auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur. Il doit plutôt valoriser son métier, ce qu'il fait réellement, et le statut vient en second, et non pas se présenter comme bonjour, je suis auto-entrepreneur. Donc il y a vraiment cette notion d'image et de crédibilité aussi qui n'est pas forcément la meilleure sous ce régime-là. Sachant que je vais rebondir, j'abonde à 100% à ce que Sébastien vient de dire. Le statut d'auto-entrepreneur, en fait, on l'utilise aussi pour d'autres choses, c'est-à-dire pour des gens qui font une deuxième activité. Et là, c'est un statut qui est très adapté parce qu'il est light. Généralement, il n'y a pas d'investissement, c'est généralement de la main-d'œuvre qui est demandée avec effectivement quand même le problème des déplacements, mais qui sont quand même limités. Et là, le statut d'auto-entrepreneur prend toute sa puissance. Ça permet vraiment de dégager de l'activité qui n'aurait pas été possible s'il avait fallu tout un ensemble de démarches, une complexité autour. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit à un auto-entrepreneur qui atteint le seuil des 36 000 euros, je crois, et qui passe du coup, qui est assujetti à TVA? Est-ce qu'on lui dit du coup de continuer ou est-ce qu'on lui conseille de passer à une société? Il y a un chemin ou pas du tout? Il y a plusieurs versants dans ce que vous venez de dire. Il y a la problématique de la TVA. Il faut savoir que dans certaines activités, ça peut être intéressant de ne pas être soumis à TVA. Et ce seuil va s'appliquer même s'il est en société. Hein, le seuil des 34 400 pour être précis, même s'il y a un seuil pour changer tout de suite à 36 000. Ça, c'est ce qu'on appelle la franchise en base de TVA. C'est pareil, c'est pour simplifier les choses, pour la création. Ensuite, si on arrive au seuil de l'auto-entrepreneur, alors ces seuils ont été très largement relevés. Ils ont été doublés même. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des volumes d'affaires en auto-entrepreneur qui commencent à être sensibles. À mon avis, avant même d'être arrivé au seuil, il faudrait être passé sur des structures un petit peu plus correctes, parce que ne pas être en réel quand on fait 70 000 de chiffre d'affaires, je pense que c'est pas raisonnable. C'est un avis. Ce sont des frais qui vont toute la problématique de comment dire, d'administration des choses, de pouvoir bien déduire les choses, de pouvoir investir. Alors dans certains cas, ça peut être intéressant au niveau fiscal, certes, mais ça n'empêche qu'il faut quand même avoir une comptabilité pour suivre ce qui se passe réellement, parce que sinon on est quand même toujours sur la corde raide, on ne sait pas où on en est. Hein. Le défaut de l'auto-entrepreneur, c'est que il y a pas de compte, c'est son avantage aussi, il n'y a pas de comptabilité exigée, mais donc ça veut dire que l'on n'a pas de réel visu de ce qui se passe. Et ça peut être dangereux. Donc, les sommes commencent à devenir significatives. Il est fortement recommandé de basculer sur un système réel où on va pouvoir suivre les choses et on va pouvoir anticiper toujours. Est-ce que les banques, par exemple, parce qu'on fait souvent appel à la banque au moment de la création,
pour les investissements, parfois même pour de l'avance de trésor, enfin pour tout ce qui va être nécessaire au bon démarrage de cette entreprise. C'est rare. Et oui, les banques sont ce qu'elles sont, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On invitera une banque et on la lapidera, mais pour l'instant on n'en est pas là. Est-ce que du coup il y a des moments rôle de financer la trésorerie au démarrage. Oui. Mais est-ce que il y a des moments, un peu comme dans l'immobilier, faut acheter, faut pas acheter. Est-ce que là, avec les banques, on est dans une bonne période ou est-ce qu'il n'y a jamais de bonne période? Oui, il y a toujours des bonnes périodes. Je sais pas. Il n'y a pas de problématique actuellement pour les entreprises. Les taux ont remonté, ça c'est indéniable, mais il n'y a pas de problématique de financement. En tous les cas, moi, j'en rencontre pas sur mes dossiers. Actuellement, il y a un financement des entreprises, des créations d'entreprises, y compris, sans trop de difficultés. Et je rappelle aussi, on en a beaucoup parlé dans une autre émission, mais il n'y a pas que les banques, d'ailleurs, pour financer un projet. Il y a beaucoup de dispositifs. On avait déjà accueilli le réseau Entreprendre, on a eu l'ADI, France Active, on a eu pas mal de ces organismes qui peuvent aider du coup à financer le lancement d'une entreprise en partie. Formidable. Et oui, de très bons dispositifs, donc contactez-les aussi. Et il va falloir que nous on se quitte parce que je vois que l'heure tourne et c'est dommage. Mais toujours pas de fanfare. Donc Sébastien, je suis absolument désolé. La fanfare enverra une note d'excuse. Il y aura une excuse de la fanfare publique. Et je remercie donc les invités, je remercie donc les auditeurs. On va se retrouver nous, alors le prochain vendredi d'émission, ce sera le 11 novembre, donc on sera pas là, mais on se retrouvera le 25 novembre avec d'autres invités. D'ici là, restez motivés, inspirés. Le reste de la journée, c'est avec Maxime pour les infos et Jérôme juste après avec l'émission Vue Autrement, toujours sur Radio Grand Lac. À bientôt.